Cliquez. Craquez. Salut Mathieu. Salut Fabienne. Bienvenue dans Bas de Carré, le podcast qui ouvre le dialogue avec les Réunionnais du monde entier. Alors ici, on reçoit des sportifs, journalistes, chefs cuisiniers, chefs d'entreprise, artistes ou encore youtubeurs, parce que chaque Réunionnais a son histoire à raconter. Ensemble, allons Bas de Carré. Allons découvrir qui ils sont et comment ils font pour garder en eux la Réunion. Salut Yann. Salut Fabienne, comment il est? La même. Aujourd'hui, j'enregistre depuis la Bretagne parce que même Bas de Carré est Bas de Carré partout en France. Et toi, tu reviens de la Réunion il y a peu. Tu nous ramènes du soleil? Eh oui, je suis de retour à Paris après un beau séjour à la Réunion pour le soleil. Par contre, il faudra attendre un peu parce qu'on est en plein hiver. Mais dis-nous tout, aujourd'hui on est là pour un nouvel épisode. Qui accueille-t-on au micro? Eh bien, aujourd'hui, nous accueillons une femme incroyable, une réalisatrice et fondatrice du festival de cinéma fantastique Même pas peur. Elle s'appelle Aurélia Mangin. Aurélia est la fille de l'artiste total Vincent Mangin-Le-Creux. Elle a grandi avec ses parents et son frère dans un domaine incroyable au Tampon qui s'appelle le lieu d'art contemporain de la Réunion. Et c'est un immense musée à ciel ouvert, un lieu unique encore trop peu connu. Elle nous en parlera. Ce lieu a inspiré notamment son art et son cinéma et tout son parcours dans la mise en scène, la réalisation de films, tout autant que la création du festival Même pas peur, ce festival international du film fantastique de l'océan Indien, dont la 14e édition aura lieu à Saint-Philippe au cinéma Henri Madoré dès la semaine prochaine, du 21 au 24 février. Top, c'est un festival à ne pas manquer qui amène le fantastique, le poétique à la Réunion. Avec une sélection de 60 films, des courts-métrages et des longs formats, le festival, c'est aussi l'occasion d'avoir des avant-premières de films qu'on ne verra pas ailleurs. On vous laisse découvrir tout ça à travers l'interview de notre invité. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Bonne écoute, toutes. Alors, bienvenue sur Bas de Carré, Aurélia. Tu es réalisatrice, mais aussi la créatrice du Festival international du film de l'océan Indien, qui s'appelle Même pas peur, et il a lieu cette année comme chaque année, je crois, au mois de février, c'est-à-dire très bientôt. C'est dans ce cadre que tu nous fais le plaisir et l'honneur de venir dans Bas de Carré aujourd'hui. Merci beaucoup. Et j'ai vraiment hâte que tu nous en dises plus sur ton travail, que tu nous parles du festival. Mais avant tout, est-ce que tu pourrais brièvement te présenter, nous dire d'où tu viens pour que nos auditeurs te connaissent un peu mieux? Écoute, déjà, merci de m'accueillir. Tu me prends à chaud parce que je suis en plein montage là de la bande-annonce de la 14e édition du festival Même pas peur. Alors oui, je m'appelle Aurélia Mangin, je suis auteure, réalisatrice, actrice. J'ai aussi souvent été productrice de mes films. Et je suis fondatrice et directrice du festival Même pas peur, qui a 14 ans cette année, qui fête ses 14 ans, donc quand même 14 bougies, c'est important. Et j'ai grandi à La Réunion, ma maman est réunionnaise, mon père était franco-allemand. Et j'ai passé toute mon enfance, toute mon adolescence et une grande partie aussi de l'âge adulte à La Réunion, puisque à partir de mes 22 ans, j'ai quitté La Réunion pour poursuivre mes études à Paris à la Sorbonne. Et La Réunion me manquait tellement que finalement, je vis chaque année 6 mois à La Réunion et 6 mois à Paris depuis plusieurs années en fait. Et j'ai jamais réussi à couper le cordon avec mon île et à me dire tiens, tu vis uniquement en métropole, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'au bout de 3 mois que je suis à Paris, j'ai un besoin viscéral de me reconnecter à mes racines et à chez moi. Et aussi pour comprendre qui je suis, c'est hyper important de comprendre d'où je viens parce qu'il y a La Réunion certes, mais pas que. Il y a le lieu d'art contemporain de l'île de La Réunion qui a été bâti, construit, sorti tout droit de l'imaginaire de mon père Vincent Mangin-Le-Creux et de ma maman Roselyne. Et en fait, du coup, moi, j'ai grandi dans ce lieu merveilleux, magnétique, fantastique, entouré d'œuvres et d'artistes. Et c'est cette matière-là qui a constitué totalement mon épiderme et mon cerveau. Et c'est de ça, finalement, qu'est né tout ce que je fais aujourd'hui, mes films, le festival, les scénarios et cette passion dévorante que j'ai pour la culture et pour la démocratisation de la culture. Donc ce combat-là, tout ça vient en fait et de mes racines, je pense, réunionnaises et principalement de l'endroit où j'ai grandi, qui était un endroit où l'art était sanctifié et est toujours sanctifié d'ailleurs.
Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le lieu d'art contemporain, du coup, avant de rentrer dans l'univers du cinéma? Parce que c'est vrai que moi, j'ai eu la chance et l'occasion de visiter aux côtés de ta maman l'année dernière. Et c'est vrai que, comme tu dis, c'est un lieu magique, magnétique. Et on peut pas se l'imaginer sans l'avoir vu. Mais pour les auditeurs qui ne l'ont pas encore découvert, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu à quoi ça ressemble? Mais déjà, ce qu'il faut savoir quand je dis que c'est un lieu d'envergure, c'est que quand mon père et ma maman, en fait, ma mère, elle est revenue à La Réunion, donc elle est réunionnaise, elle avait vécu 15 ans, je crois, à Paris, elle a rencontré mon père là-bas. Et quand ils sont revenus à La Réunion, j'avais à peine 6 mois, ils ont acheté un champ de canne. Donc il faut savoir qu'il y avait absolument rien sur ce lieu au départ. Et mon père, lui, était déjà artiste et a eu cette vision avec ma mère. Ils ont eu envie de construire. Au départ, c'était une galerie d'art contemporain. Donc, au départ, c'était ça, le projet. Et finalement, ce projet, c'est complètement décuplé dans leur tête et dans leur cerveau. Et c'est vraiment l'univers imaginaire de mon père. C'est-à-dire qu'on est dans un lieu, c'est 7000 mètres carrés. Donc, c'est énorme, entièrement dédié à l'art, avec plusieurs points forts. On a d'abord la Chapelle Mangin, qui est en gros un énorme, immense cabinet de curiosité d'environ 300 mètres carrés, principalement dédié aux créations de mon papa. Ensuite, on a le Palais Sept Portes, qui est un musée qui abrite en fait 28 pièces des 28 premiers artistes qui sont venus en résidence pendant les 20 premières années du lieu d'art contemporain. C'est un lieu qui a 40 ans, plus de 40 ans aujourd'hui. Et il y a le Sanctuaire Fantastique, qui a un immense parc de sculptures dans lesquelles se mélangent à la fois les sculptures de mon père et les sculptures de tous les artistes qui sont venus en résidence pendant ces 40 ans. Il y a plus d'une 50aine d'artistes internationaux qui ont laissé des traces, qui ont travaillé en in situ ici, qui ont laissé des œuvres, des sculptures, des peintures dans ce lieu magique, et qui en fait aujourd'hui, je pense, un des patrimoines culturels français et réunionnais, mais pas que réunionnais, français en termes d'art contemporain. Et ce qui est fabuleux, c'est que mes parents ne venaient ni l'un ni l'autre de l'art, donc c'est vraiment deux autodidactes et vraiment des gens d'un milieu vraiment modeste. Donc on est loin des fondations qui font monter des lieux et des musées parce qu'ils ont une espèce de force de frappe financière. Là, on est vraiment c'est l'histoire d'un couple, d'une rencontre et d'un immense amour l'un pour l'autre qui leur a permis de construire de leurs mains, parce que mon père a construit tous les bâtiments lui-même, il a fait l'architecture, les plans. Donc on est vraiment sur l'œuvre d'une vie, et aussi de la croyance dans ses rêves et dans l'art absolu, en fait. Mon père est vraiment, en métropole, les experts en art le qualifient d'artiste total, de pionnier de l'art total, c'est-à-dire qu'il mélange aussi bien l'architecture, la sculpture, la peinture, la lithographie, les films. Donc on est vraiment dans quelque chose comme ça d'hyper généreux et qui foisonne, où il y a énormément de ramifications, les choses communiquent et ne sont pas mises dans des cases. Au contraire, on est dans quelque chose d'hyper vivant. Et ce lieu, il est dingue, et forcément, ça me touche, parce que moi, j'ai perdu mon père il y a presque un an. Il y a l'année dernière, une semaine avant la 13e édition du Festival Même Pas Peur, mon papa est parti d'un cancer absolument terrifiant, fulgurant. On l'a accompagné tout le long de sa maladie, qui a été vraiment très rapide, donc ça nous a tous pris à la gorge et au cœur. Et du coup, le but et l'enjeu maintenant, c'est vraiment que les institutions françaises, nationales et locales prennent conscience de la valeur de ce lieu, du patrimoine qu'il représente pour notre île, pour la zone océanienne et pour la métropole, parce que l'artiste fondateur étant plus là, moi, mon père, il y avait une sculpture qui était mal, il l'a réparée, il l'a restaurée, quelle que soit la sculpture de n'importe quel artiste. Et donc là, on se retrouve, ma maman, mon frère et moi, on a ce lieu. Ma mère, elle est directrice du lieu, elle a suivi tout ça, ça a été plus qu'une muse, elle a vraiment dirigé, accompagné toutes les résidences qui sont passées ici. Mais c'est vrai qu'il y a besoin aujourd'hui d'avoir des moyens, ne serait-ce que pour entretenir et pour préserver ce patrimoine, et aussi le rendre, pour moi, plus ouvert, c'est-à-dire plus accessible, développer un rythme de visite plus soutenu, parce que c'est un lieu unique et que ce serait dommage de le laisser se désagréger, surtout quand on voit, là, on s'est tapé 2 cyclones en 10 jours. Le jardin, il a été dévasté avec le cyclone Bellal, et heureusement, les sculptures n'ont rien eu, mais c'est vraiment un entretien colossal. Qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de soutien des institutions pour nous aider à ce que ce lieu devienne aussi emblématique que la résidence du Facteur Cheval en métropole, quoi. On est vraiment dans cet ordre-là. Ouais, et on l'associe à ça, parce que mon père, on l'a beaucoup comparé au Facteur Cheval dans sa démarche de faire les choses seul et de faire de l'art total sans même regarder ce qui se passe autour et sans se poser la question, finalement. Lui, c'était une question de vie ou de mort, il l'a fait comme ça, et il a
voué plus de 40 ans de son existence à ça et au partage parce que il a reçu dans son lieu plus de 45 000 élèves réunionnais. C'est énorme, avec qui il a fait des ateliers, avec qui il a présenté l'art, avec qui il a fait des rencontres avec les artistes. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a marqué Lille, l'histoire même de l'art et l'histoire des gens en fait. Et donc pour moi c'est un enjeu crucial. Voilà, tu me dis en quelques mots, mais je peux être je peux parler longtemps sur ce lieu que je connais parfaitement et dans lequel j'ai grandi. Quoi. Oui, bah oui, t'as grandi dans ce lieu incroyable. Justement, comment est-ce que tu as choisi, parmi toutes les formes d'art auxquelles tu as été exposée étant petite et en grandissant, qu'est-ce qui t'a poussée vers le cinéma en particulier ? Déjà, je savais pas que j'allais faire du cinéma au départ, puisque moi j'ai un bac+6 de recherche en mathématiques et en économétrie. Et puis j'ai fait la prépa ENA, donc j'étais plus intéressée par la politique au départ, la politique culturelle notamment. Je pensais pas un jour être de l'autre côté, puisque j'ai tellement vu mes parents souffrir de manque de moyens, d'être toujours en danger financièrement, que moi, petite, je m'étais jurée de ne jamais être artiste. Je voulais défendre les artistes, je voulais travailler au ministère de la Culture, je voulais changer les choses, mais je voulais pas du tout être artiste. Et puis finalement, ça m'a quand même rattrapée. Alors pourquoi le cinéma ? Parce que déjà d'emblée, avec un père qui lui était quand même plasticien, sculpteur, je ne voulais absolument pas toucher à ces domaines-là, parce que j'avais pas envie, moi, d'une part, de me mettre en échec, j'avais pas envie non plus d'être la fille de Vincent Mangin qui fait elle aussi des arts plastiques, j'avais pas du tout envie de ça. Et au départ, j'ai voulu être actrice. Quand j'ai arrêté mes études après mon DEA, j'avais un pote à moi, le meilleur ami de mon frère qui était au cours Florent en classe libre, et tout ce qu'il me racontait me donnait vachement envie. Moi, j'étais très très timide et introvertie, et je me suis dit, putain, ce serait chouette peut-être de me lancer dans une école de théâtre pour m'aider un peu à être un peu moins recroquevillée sur moi-même. Et en fait, c'est lui qui m'a trouvé l'école d'acteurs studio que j'ai fait, parce qu'il m'a dit les cours Florent, j'allais pas du tout aimer la mentalité, que ça allait pas me correspondre. Et il m'a trouvé, il y avait un concours qui se passait, j'ai passé le concours et puis j'ai fait 3 ans d'acteurs studio. Mais pour être comédienne, mais au final, durant ces 3 ans, très rapidement, c'est la direction d'acteurs et la mise en scène qui m'ont interpellée, qui m'ont fascinée. Et donc, de front, en fait, je me suis spécialisée en mise en scène. Et d'abord au théâtre, ensuite j'ai écrit mes propres pièces. Puis en passant toujours des castings pour être comédienne, et ça marchait pas énorme. C'est-à-dire que ce qu'on me proposait, c'était toujours des rôles un peu merdiques, un peu soit des rôles de la meuf cliché assez sexy, des pays chauds. Enfin, c'était vraiment jamais des choses qui m'intéressaient. Et au bout d'un moment, je me suis dit, oh la vache, j'ai un bac+6, je peux pas passer ma vie à tourner dans des trucs de blaireau avec des scénarios de merde. Enfin, ça m'intéressait pas du tout. Et je me suis dit, je vais passer de l'autre côté de la caméra, puisque je suis pas plus conne qu'une autre. Et comme j'ai des choses à dire, voilà. Et alors, ce qui a été le plus dur, je dirais, c'est que finalement, j'ai été autodidacte. J'ai appris plein de choses dans ma vie. Mais alors, mon métier qui est d'écrire des scénarios et de faire de la mise en scène au cinéma, en fait, d'être réalisatrice, ça, je l'ai appris en faisant, en fait. En réalisant d'abord des cours, des clips, des courts-métrages, et puis après, à force de courts-métrages, à passer à mon premier long-métrage, puis à mon deuxième long. Et je crois qu'on apprend toujours, mais c'est un peu un accident de parcours, quoi. Je me suis pas dit, depuis l'enfance, que je serais un jour réalisatrice ou que je serais actrice. Après, il y a des gens mes amis d'enfance ont le souvenir que c'est vrai que je passais beaucoup de temps à les maquiller, à les déguiser, à les mettre en scène sur des trucs, mais j'avais pas conscience que c'était forcément ce qu'un jour je ferai, en fait. Mais effectivement, je pouvais m'habiller 5 fois différemment et avoir différentes personnalités, mais je ne pensais pas que c'était un lien avec le besoin de faire des films, en fait. Ça, je l'avais pas, en tout cas, conscientisé. Et là, de fil en aiguille, alors ça fait combien de temps que tu es dans le cinéma ? Ça doit faire 17 ans par là-dedans. Donc ça commence à faire. Oui, presque le même âge que le festival. Un peu plus, quoi. Le festival a 14 ans et j'ai eu l'idée de faire le festival parce que je faisais déjà des courts-métrages et que j'allais en festival avec mes courts-métrages. Donc, je pense qu'en gros, le festival, il a 14 ans, mais l'idée est née, donc il y a 15 ans. L'idée est née, le projet, 1 an avant la première édition, ce qui est logique. Et je pense que je faisais déjà des films depuis à peu près 2-3 ans. Donc ouais, c'est entre 17 et 18 ans. Donc ça commence à faire. Et puis c'est long parce que surtout quand on vient des îles, quand on n'a pas fait d'école de cinéma. Moi, j'ai pas fait la FEMI, j'ai pas fait, l'école, les différentes écoles qu'il y a partout à Paris. Moi, donc du coup, c'est vrai que j'avais aucune référence pour la réalisation. Je savais même pas qu'il fallait
un chef opérateur, qu'il fallait une maquilleuse, qu'il fallait des cadreurs. Enfin, tout ça, j'ai dû l'apprendre en faisant. Et c'est chouette aussi. Par contre, c'est long, c'est plus long. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, il y a une forme d'authenticité dans mes films, dans mon travail, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ça appartient à chacun, mais en revanche, il y a une vraie personnalité parce que je n'ai pas du tout été formatée par une école. Donc du coup, il y a aucun formatage dans mes films. Donc il y a vraiment quelque chose de très 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 personnel dans ma façon de cadrer, de monter, de raconter des histoires. Parce que justement, j'ai pas fait d'école de réalisation. Et justement, ça m'amène en fait 2 questions, mais la première, tu l'as un petit peu évoquée parce que tu dis je viens des îles. Et est-ce que c'était un obstacle ou est-ce que c'était une force de venir de La Réunion? Ah non, moi clairement c'était un obstacle. Je vois même pas quelle est la force là-dedans. Hein. J'en ai aucune. Moi en tout cas d'une part j'ai eu du racisme. Ensuite j'ai eu le mépris parce que j'étais une femme. En plus, je faisais très jeune. Moi, j'ai 40 balais. Je fais quand même globalement plus jeune qu'on âge. Mais alors, quand j'ai démarré, je faisais carrément limite adolescente, quoi. Donc, c'est vrai que il y avait tout ce côté macho de ce milieu qu'il a fallu, on va dire, faire avec. Au forceps, moi chacun de mes films ça a été au forceps à chaque fois parce que les équipes techniques sont quand même globalement plus masculines, en tout cas à l'époque où j'ai démarré étaient beaucoup plus masculines que féminines et il a fallu réussir à imposer une vision, surtout en ayant, je le redis, pas fait d'école, c'est-à-dire en n'ayant pas forcément les termes techniques. Moi je sais exactement où mettre ma caméra, je sais exactement quelle lumière faire parce que j'ai un sens inné, je veux dire, de l'image et des cadres grâce à la peinture et grâce au lieu où j'ai grandi. En plus, j'ai beaucoup, depuis que j'étais jeune, je jouais dans les films de mon père ou je participais à ces tournages. Donc, j'ai cette chose-là. Je suis un animal instinctif, quoi, sur un plateau de tournage. Mais c'est vrai que je vais pas te donner le terme de tel objectif et machin parce que déjà, d'une part, je m'en fous. Et ensuite, moi, ce que je veux, c'est obtenir mon résultat final, quoi, que j'ai en tête et qui est très précis dès le départ. Non, ça a été un handicap. Ça l'est moins parce que je pense que j'ai vieilli, j'ai pris la bouteille, j'ai fait des films, le festival est reconnu. Donc aujourd'hui, je dirais que j'atteins la phase où ça peut devenir une force. Mais en tout cas, je parle pour moi, je sais pas, et moi je parle toujours de mon point de vue. Je dis jamais que ce que je dis est une règle établie, mais en tout cas moi de venir de La Réunion, ça a été très très dur et il a fallu même, surtout Paris est une ville quand même compliquée. Il a fallu presque oublier d'où je venais pour finalement comprendre cette ville et ensuite pouvoir retrouver mon identité des îles mélangée à l'identité que j'ai acquis aussi à Paris. Et aujourd'hui, je pense que c'est un bon équilibre entre les deux. Il y a quelque chose de très fluide, mais ça a été un travail lourd et pas facile. Et c'est vrai que aujourd'hui encore, malgré tout, je sens bien que c'est compliqué quand même d'être une réalisatrice des îles dans le sens où mes films ne sont pas des films des îles. C'est surtout ça aussi. Je crois que ce qui pose problème, c'est que j'ai une modernité dans ma réalisation qui est plus proche des USA que de la France et encore moins de La Réunion. Donc, c'est-à-dire que du coup, les gens, je pense qu'ils sont un peu perturbés parce qu'ils regardent mes films, notamment quand on regarde le dernier Scarlet Blue, on se dit, non mais déjà, est-ce que c'est une femme qui a fait ce film? Ensuite, Deuxio, ah bon, elle vient des îles, mais il y a rien qui laisse penser que ça vient des îles. Et ensuite, c'est un cinéma assez spectaculaire avec des jeux de lumière incroyables, des mouvements de caméra, des bagnoles de collection. Enfin, mais parce que moi, j'aime cet univers-là, j'aime ce cinéma-là. J'aime tout ce qui est post-apocalyptique, futuriste, rétro-futuriste, glamour, enfin western et tout ça. Donc, il y a tout ça dans mon travail. Et c'est vrai que je pense que les gens ont du mal à me positionner parce que si je faisais peut-être un cinéma plus dans ce que les gens projettent de ce que peut être le cinéma d'une femme réunionnaise, peut-être qu'ils m'accepteraient mieux. Je pense qu'ils ont du mal à me classer parce qu'ils ne savent pas, je perturbe leur radar, quoi. Et en même temps, j'ai pas envie de me conformer à leur vision juste pour qu'ils soient confortables, les gens. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Ouais, bien sûr. Oui, je pense que ce que tu dis, c'est quelque chose qu'on entend malgré tout souvent chez des invités de Bas de Carré, notamment cette espèce de dichotomie où on se dit on sait qu'on vient de La Réunion, mais on est projeté dans un univers où en fait La Réunion correspond à un cliché tellement précis dans l'esprit des gens que il faut le mettre de côté, voire l'oublier pour pouvoir s'adapter et pour pouvoir être accepté, alors qu'en fait plus tard on a peut-être davantage l'opportunité d'y revenir et de le laisser refaire surface avec l'expérience ou l'âge, comme tu dis. Je pense que c'est quelque chose qui est assez partagé quand même par pas mal de Réunionnais qui ont pu partir et faire leur carrière ailleurs aussi.
Mais il y a une notion d'exil qu'il faut quand même pas oublier parce que on est français, mais on est français des Outre-mer. Alors quand c'est des exodes, quand c'est des migrants, on le comprend, des migrants politiques, des réfugiés politiques, on comprend. Mais alors on a du mal à comprendre, mais quand même qu'on soit de Guadeloupe, de Martinique ou de La Réunion, enfin déjà pour rejoindre la France hexagonale, il faut 11 heures de vol. Et quand on arrive, moi je sais pas, je suis arrivée, j'avais 21 ans et en plus moi d'un père parisien quand même, donc c'est-à-dire d'un père métro. Donc a priori, ça devrait être plus simple pour moi et ça l'a pas été parce que j'avais grandi et connu que La Réunion. Donc quand on arrive là-bas, déjà il y a un climat dans lequel il faut s'adapter, il y a des codes sociaux qu'on n'a pas forcément. Il y a une façon de parler qu'on n'a pas, il y a une façon de se présenter au monde, il y a une espèce de prestance qui est quand même vachement sur l'apparence, surtout dans le milieu du cinéma à Paris. On est quand même, on va pas mentir, quoi. On est quand même dans quelque chose de plus de l'ordre de l'apparence et du m'as-tu vu ou du jeu de rôle que de l'authenticité. Quand on arrive des îles, il y a cette forme d'exil où, et en plus, on n'a pas nos codes, on n'a pas notre famille, on n'a pas le climat. Même moi, je savais même pas comment m'habiller. J'étais habillée comme un as de pique les premières années tellement j'avais froid et la seule chose que je voulais, c'était avoir chaud. Je me posais même pas la question de l'allure, de l'esthétisme et de tout ça. Et en fait, je crois qu'on oublie de parler d'à quel point c'est aussi un deuil de quitter son île pour ses études. Moi, c'est le premier deuil que j'ai vécu, la première grande tristesse où j'ai découvert que j'étais quelqu'un qui avait une forme de grande mélancolie en elle et une vulnérabilité que j'ignorais complètement parce que j'avais toujours été dans mon cocon et que quand on prend l'avion, qu'on laisse ses parents et qu'on fait ces 12 heures d'avion et qu'on arrive dans ce milieu hostile parce qu'on le connaît pas, simplement on n'a pas les codes. C'est pas la même chose que des gens qui habitent, je sais pas, en Touraine et qui ont 1 heure et demie de train. Le week-end, ils sont à la Sorbonne, ils se prennent le train et ils peuvent aller faire les fêtes, Pâques et je sais pas quoi autre en famille. C'est-à-dire que nous, le billet coûte cher et c'est compliqué. On dit adieu à quelque chose et on dit adieu à l'enfance. Ouais, bien sûr, oui. On dit adieu à quelque chose. Et c'est vraiment la rupture avec l'enfance, elle est terrifiante quand on vient des îles et qu'on doit rejoindre la métropole. Et ça, c'est terrible, c'est une fracture. Moi, ça m'a changé à tout jamais. Et je n'ai pas aimé ça au départ. Et j'ai mis des années, quand je dis j'ai mis des années, aujourd'hui, j'adore, je suis une amoureuse, je suis même presque une archétype de la Parisienne aujourd'hui. Il y a personne qui me pose plus jamais quasiment la question d'où je viens, tellement je représente la Parisienne du cliché parisien. Ben oui, mais en attendant, il a fallu combien d'années, quoi? Il a fallu, moi, je crois que j'ai mis à peu près 5 ans à me sentir bien. 5 ans, c'est long, quoi. 5 ans à comprendre comment ça fonctionne, et voilà. Et je parle juste de la vie, je parle même pas du milieu du cinéma, où ça fait, voilà, 17 ans, 18 ans que je suis dedans, et que j'ai pas encore trouvé comment rentrer dans ce milieu qui est quand même fermé à triple tour quand on n'a pas le réseau et quand on n'a pas quand même les relations, qu'on n'est pas le cousin du cousin de un tel, et voilà. C'est un milieu de guerre. C'est un milieu de guerre, le milieu du cinéma. Et donc oui, je dis bien que c'est pas facile. Je signe, je re-signe. C'est compliqué d'être un ultramarin quand on veut aspirer à se faire sa place dans des milieux artistiques, cinéma, littéraires, en métropole. C'est compliqué, bien sûr. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'ultramarins qui restent ou qui reviennent dans leurs îles et qui restent aussi parce que je pense c'est pas par lâcheté, c'est tellement violent que c'est dur de s'en remettre. Franchement, moi je lâche pas l'affaire et je continue à faire des films parce que déjà je pourrais pas vivre sans en faire. Et puis, mais je fais des films de toute façon qui sont tournés vers l'international et bizarrement, moi d'ailleurs mon travail est beaucoup plus accepté à l'international qu'en France. Donc ça prouve bien qu'il y a quand même, on est français certes et c'est compliqué. Oui. Oui, c'est vraiment intéressant parce que tu disais en effet, enfin, je sais que tu voyages beaucoup pour présenter tes films à l'international. Et le festival d'ailleurs est reconnu à l'international également. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu du festival et pourquoi est-ce que c'est un festival du film fantastique? D'où te vient cet attrait pour le fantastique et comment le festival a pris un peu la forme qu'il a aujourd'hui? On attend d'un festival de l'océan Indien ou des îles qu'il ait une certaine teinte ilienne. Et or, c'est pas du tout le cas. Oui. Enfin, en tout cas, c'est pas ce que j'ai ressenti moi en regardant la programmation. Non, mais en fait, l'année dernière, le site horreur.com, qui est un site spécialisé en cinéma fantastique international et festival, couverture des festivals fantastiques, avait mis Même pas peur parmi les 5 meilleurs festivals de films fantastiques en France. Donc déjà, ça veut dire que vraiment, on s'est fait une vraie place parmi les festivals fantastiques en France, réputés, mais même à l'international. C'est pour ça qu'on a autant de
de réalisateurs. Cette année, on a 21 pays, c'est-à-dire qu'on a des gens de partout qui inscrivent leurs films et qui veulent être sélectionnés chez nous. Et notre direction artistique, c'est-à-dire que la ligne des choix, des films, des sélections qu'on fait, est vraiment plébiscitée par tous les professionnels, tous les rédacteurs, que ce soit les cahiers du cinéma, Technicart, Première. On a eu Mad Movies, Cinématiseur, quasiment tout le monde, la 7e saison, enfin tout le monde arrive à avoir des journalistes de partout qui viennent couvrir le festival parce que justement, on est réputé comme étant à la pointe. Il faut savoir que chaque année, il y a des films qui font leur toute première diffusion chez nous. Donc énormément de courts-métrages et tous les longs-métrages quasiment sont en avant-première, c'est-à-dire avant leur sortie en salle, c'est-à-dire que les distributeurs ont suffisamment confiance dans notre travail, dans notre sélection pour aussi nous permettre de faire ces avant-premières-là. Alors pour le côté international, moi ça a toujours été mon attrait puisque mes parents recevaient des artistes internationaux. Donc moi, mes parents, c'est pas un lieu d'art contemporain dédié à l'art local des îles. C'est un lieu d'art contemporain avec des artistes du monde entier. En plus, ils avaient énormément de pif, comme on dit dans le métier, parce que ils allaient choisir des artistes, les rencontrer dans leur atelier à Paris ou en métropole, et puis après, ils organisaient des résidences ici. Et ces artistes-là, en 40 ans, sont devenus des vedettes qui sont à Beaubourg, qui sont dans tous les grands musées, alors qu'à l'époque, ils l'étaient pas. Donc ça, c'est quand même énorme. Du coup, moi, j'ai grandi avec des Islandais, des Norvégiens, des Suisses, des Allemands, des Espagnols, énormément d'artistes du monde entier. Donc, du coup, j'ai jamais eu cette notion finalement de nation. La seule chose que j'ai, c'est que je sais que j'ai un amour pour la France, malgré les difficultés à s'intégrer, certes, mais j'ai un amour démesuré pour la France qui m'a été donné par mon père, qui aimait tellement les valeurs de la liberté, de l'égalité, de la liberté d'expression. Enfin, c'était vraiment un patriote, mais dans le beau sens du terme, en fait. Et du coup, moi, j'ai cet amour-là, mais par contre, j'aurais jamais pu imaginer un festival qui soit pas international et qui soit pas, au contraire, une pépite, une oasis où on peut découvrir des films, des ovnis venus d'ailleurs, vu qu'on est quand même sur une île qui est toute petite et pour lesquelles ça coûte si cher d'aller, je sais pas si on va aller dans un festival fantastique en Allemagne ou je sais pas, en Angleterre ou en Espagne ou en Roumanie, ça coûte tellement cher pour une famille. Donc nous, notre but, c'est vraiment de nous y aller. On fait énormément de festivals en Europe chaque année. On regarde les films et quand on a un film qui nous plaît, on dit il faut à tout prix le passer. Et l'idée, c'est d'amener le monde à La Réunion et aux Réunionnais. Et c'est en ça que je trouve que le pari, il est gagné, quoi. Là, on vient de faire, on publie le programme, on dévoile la programmation ce soir. Et on a, ouais, effectivement, 21 pays différents. C'est juste énorme, en fait. Ça veut dire, sur 60 films, 21 pays différents, c'est 21 impulsions différentes de ce que c'est que le fantastique aujourd'hui. Et en plus, sur 60 films. Donc, c'est-à-dire, c'est énorme. Pour moi, et inclusif parce que je voulais aussi des films. Je voulais d'une part pas réduire un festival de La Réunion à ce qu'on pourrait penser, puisque voilà, effectivement, on est tourné sur le fantastique et sur l'international, et aussi je voulais pas réduire le fantastique à de l'horreur et au gore parce que c'est être complètement has-been. Franchement, je m'y connais bien en fantastique. Je fais moi-même des films fantastiques et mes films ne sont ni gore, ni violents, ni horrifiques. Donc le fantastique est un domaine absolument délectable et vaste et le champ des possibles est démesuré et c'est ça que j'emmène et c'est ça le vrai message et je supporte pas qu'on réduise le fantastique à des vampires et à des films d'horreur basiques ou à des coups de hache. Il y a aussi ça. Et c'est top parce qu'il en faut et le fantastique c'est vraiment un domaine tellement varié, tellement riche, tellement généreux. Des films fantastiques qui sont vraiment dans le cliché, tout est imaginaire, c'est-à-dire que le monde entier, les couleurs, les cadres, les costumes, les décors, mais il y a aussi du fantastique de la vie de tous les jours qui se développe pas mal en ce moment. Il y a un genre de social mélangé à du fantastique. C'est-à-dire que le fantastique est multiple. Il y a aussi de l'expérimental où on est juste dans la poésie, dans la gratuité de l'acte poétique. Et c'est ça qui m'intéresse dans ce cinéma-là, en fait. C'est un cinéma multiples facettes et qui correspond certainement, qui doit faire écho aux multiples facettes que j'ai à l'intérieur de moi et que j'ai envie de donner aux gens aussi. Et donc toi, ton cinéma a toujours été fantastique? Moi, je savais pas que c'était du fantastique avant qu'on me le dise, en fait. Premier court-métrage, mais genre, je faisais des 5 minutes, quoi. Et on me disait, il faut à tout prix que tu ailles le montrer en Italie. Ça fait penser à David Lynch, ça fait penser à Dario Argento, ça fait penser à ça et ça. Mais je démarrais, c'était dingue.
Et finalement, mon cinéma est fantastique et en même temps, comme je dis, le fantastique il est multiple. En même temps, par exemple, Fornacis a fait plus de festivals non fantastiques et on a remporté des prix dans plein de festivals qui n'étaient pas des festivals fantastiques. On a fait plus d'une trentaine de festivals dans le monde et on a été aussi bien dans des films fantastiques que dans des festivals LGBT. Quand on avait gagné le prix de la mise en scène en Espagne, on était dans un festival normal, enfin de cinéma, voilà, et on avait remporté le prix de la mise en scène alors qu'il y avait des comédies, des films sociaux, des romances, et nous on avait remporté le Grand Prix. Donc mon cinéma, je crois qu'il est poétique surtout. Moi, je dirais que c'est surtout ça, et c'est un cinéma de l'imaginaire parce que comme je viens de la peinture, je crois que si on doit dire un vrai mot, c'est qu'on est dans une vraie poésie. On a présenté le film en Inde il y a pas très longtemps. C'était dingue, les gens étaient fous. On a fait 2 projections, on était en compétition, on représentait la France dans l'un des plus gros festivals d'Inde. Et le directeur de l'Alliance française, il est venu voir le film et après avoir vu le film, il a adoré le film. Et il m'a dit, écoute, j'ai eu l'impression que si Dali avait fait un film, c'était ton film, quoi. Et donc je trouvais ça trop beau. En fait, c'était l'un des plus beaux compliments. Donc ça veut dire que moi, je suis plutôt de cet ordre-là, c'est-à-dire que je crois que mes origines de venir d'une famille d'un papa qui est peintre, qui est artiste et de l'art contemporain, je dirais que c'est ça qui permet le mieux de comprendre mon cinéma. Du coup, oui, c'est vrai qu'on est pris à chaque fois dans des festivals très différents. En Inde, on était en compétition avec des films vraiment hyper social, vraiment hyper dans le réalisme pur et dur. On se demandait même c'est quoi la ligne artistique, enfin c'est quoi la direction, parce que nous on était en compétition avec ces mêmes gens en fait finalement. Et c'est ça qui est chouette en fait. C'est pour ça que je dis que c'est compliqué de faire des cases. Je dirais que c'est un terme générique qui permet, dans notre ligne à même pas peur, c'est on fait très attention à l'image, à la qualité de l'image et à la qualité du son, puisque j'organise ce festival depuis des années avec mon co-organisateur Nicolas Duquet, qui lui est ingénieur du son, sound designer et compositeur pour le cinéma. Donc lui, il attache une énorme importance à la qualité sonore d'un film. Et moi, je suis réalisatrice et je travaille énormément les costumes et la lumière sur mes films. Je me soucie beaucoup qu'un film soit plastiquement bien réalisé. Alors des fois il y a des entorses, des fois il y a un film, l'image elle est un peu rugueuse, mais ça sert le propos, ou le scénario est tellement puissant qu'on se dit ok, mais globalement c'est vrai qu'on est quand même dans des recherches esthétisantes au niveau plastique et au niveau sonore. Et aussi on aime bien quand ça va un peu loin, enfin quand on n'aime pas trop le basique quoi. Moi j'aime bien quand un film c'est comme un millefeuille, qu'il y a plusieurs couches de lecture. S'il y a qu'une seule couche, je m'ennuie profondément parce que j'ai compris. Et en fait, je déteste comprendre trop vite les choses. J'aime bien quand il y a des problématiques à résoudre et quand je suis un peu perplexe devant un film. Je trouve ça plus intéressant. Ouais, tout à fait, je comprends. Il y a des gens qui adorent comprendre vite, Moi, au contraire, plus les choses sont complexes, plus il y a des lignes de lecture, plus 2 personnes voient le film, ils n'ont pas la même interprétation, plus je trouve le film intéressant. Certains vont dire, justement, le film, il n'est pas bon parce que tout le monde n'a pas compris la même chose. Moi, je dis au contraire, le film est bon parce que personne n'a compris la même chose. Donc voilà, c'est 2 axes. Oui, tout à fait. Pour ceux qui ne connaissent pas le festival, donc le festival est organisé à Saint-Philippe. Et pourquoi Saint-Philippe ? Alors Saint-Philippe, donc ville sublime du Sud sauvage. Le festival, je vais donner les dates. Cette année, c'est du 21 au 24 février. Il dure chaque année 4 jours et pendant 4 jours, on a donc une 60aine de films. Pourquoi Saint-Philippe ? En fait, tout simplement, c'est une rencontre en fait. Moi, je marche aux rencontres, au coup de cœur et quand Olivier Rivière, le maire de Saint-Philippe, venait d'arriver en fait à sa municipalité, il était à l'époque le plus jeune maire de France. En fait, il m'a dit, écoute, est-ce que tu aurais un projet culturel fort pour ma ville ? Et moi, j'ai dit, écoute, oui, comme ça, je réfléchissais tout haut et puis je lui dis, en toute honnêteté, en plus, c'est ma mère, tu devrais un jour organiser un festival de cinéma à La Réunion parce que j'adorais aller dans les festivals en métropole et j'avais dit oui, bon. Puis je lui dis, tiens, ma mère m'a dit que ce serait cool un jour que j'organise un festival de cinéma. Et puis moi, je lui dis, si tu veux, je peux organiser un festival de films fantastiques international. Donc il y avait déjà toute la ligne dès la première édition. Tout était déjà là, quoi. Après, ça a grandi, mais je veux dire, la thématique n'a pas changé entre-temps. Et en fait, je pensais jamais qu'il allait me dire oui. Et puis, il me dit, OK, t'as 8 mois pour me pondre le projet et tout. Et rendez-vous, dans 10 mois, on lance la première édition. Et c'était un coup de poker comme ça. Alors, j'ai travaillé comme une dingue. J'ai fait un projet. Moi, j'avais jamais fait de dossier, des choses comme ça, administratif et tout. C'est pas du tout à la base ma qualité première. Donc, j'ai fait ça. Et puis, j'ai pas eu de nouvelles. Et j'étais à New York, parce que mon petit frère vivait à New York à l'époque. J'étais à New York et je reçois un coup de fil en décembre, je crois fin décembre. Ouais, c'était fin décembre parce que je passais Noël là-bas. Fin décembre, début janvier, je reçois un coup de fil du maire qui me dit, écoute, est-ce que ton festival peut être prêt dans 1 mois ? Parce que voilà.
Et j'ai fait OK. Et en fait, je suis rentrée à Paris en urgence. Et à l'époque, j'ai appelé tous mes potes, en fait, réalisateurs de courts-métrages, de machin. Et on a fait cette première édition qui a été hyper sport parce que très peu de temps de préparation. Et puis moi, j'avais jamais organisé d'événements de ma vie. Donc, c'est autant je suis réalisatrice, donc je sais mener une équipe et je sais faire bosser les gens dans une même direction quand même. Mais j'avais jamais organisé un événement pour d'autres, enfin avec du public quoi. Et c'est vrai que d'un seul coup, il y a une affiche à faire, il y a une programmation à faire, il y a des films à organiser, à sélectionner. Et donc on fait cette première édition vraiment en speed, mais elle a lieu et je fonds en larmes parce que je suis épuisée et que je me dis qu'il n'y a pas eu beaucoup de monde parce que la première édition il y a eu très peu de monde et je me dis bon voilà j'ai beaucoup travaillé mais pour pas grand chose et puis je voulais pas continuer. Et puis c'est le maire Olivier Rivière qui me dit non tu continues, on fait encore une deuxième pour tenter. Alors on fait la deuxième. Là, c'est mieux organisé. Je travaille bien plus tôt. On a les films, mais on avait peu de films au début. La première année, on n'avait que 20 films. Hein. Aujourd'hui, on en est à 60. Hein. Donc voilà. Et en fait, la deuxième édition, pareil, il y avait peu de monde, mais un peu plus. Je voulais arrêter toujours. Et puis, il me dit, écoute, tu vas attendre quand même 3-4 éditions pour voir. Et c'est vrai qu'à partir de la 4e édition, c'est arrivé. Et à la 5e, il y avait vraiment un retour. Les gens étaient là. Et puis, depuis plusieurs années, maintenant, c'est complet. On refuse du monde et il y a un engouement, la presse est au rendez-vous, enfin la presse spécialisée. On est vraiment reconnu pour notre travail, mais ça a été très long. Et puis c'est vrai qu'on est vraiment une toute petite association. Ça veut dire qu'on est très peu dans l'orga. Donc on est deux toute l'année à tout faire, la sélection. Une personne qui est mon frère Pablo Mangin-Lecru qui lui fait toutes les traductions parce que tous les films comme ils passent en avant-première en France. La plupart des films n'ont aucun sous-titre français, donc lui, il fait toute la traduction française. Voilà, on est 5 à bosser sur le festival, c'est rien du tout. Et au niveau de la sélection et de la grosse orga, on n'est que 2. Donc les gens s'en rendent pas compte, mais pour faire un tel événement, la plupart des gens sont au moins une dizaine ou une quinzaine de bénévoles. Et donc c'est vrai que c'est un énorme taf. Et à chaque festival, on est explosé de fatigue, Nicolas, Luquet et moi. Et c'est comme ça, mais en revanche, la chance qu'on a, c'est que du coup, ce projet, il est vraiment porté aussi par une municipalité, donc par une équipe aussi municipale qui est juste géniale. Comme tu es venu au festival, tu vois, du coup, on est accueilli par le cinéma Henri Madoré, on refait entièrement la déco, on refait les lumières. Et l'équipe, c'est vraiment un vrai soutien psychologique. C'est un amour de bosser avec eux. On a une bonne fusion, quoi. Et puis, ils me connaissent par cœur. Ils sont jamais étonnés de quoi que ce soit. Au bout de 14 ans, ils me connaissent vraiment par cœur, tous. Oui, c'est vraiment quelqu'un qui a cru aussi en le projet et en toi dès le départ. Oui, dès le départ, il a cru, ouais, carrément. Après, il connaissait mon travail, il connaissait mes films, il connaissait mon parcours universitaire, donc c'est-à-dire qu'il avait absolument confiance en mon sérieux. Enfin, c'est là-dessus qu'il a misé, hein, c'est sur mon sérieux et ma capacité. Il dit que je déplace des montagnes à chaque fois. Dans tous ses éditos, là, il vient de nous envoyer son édito qui est juste magnifique, mais c'est vrai qu'il parle de ma détermination et il la connaissait. Donc, c'est vrai que quelqu'un qui est passionné, qui est déterminé, j'ai envie de dire, quel que soit le domaine dans lequel on le lance, que ce soit culturel, ça peut être n'importe quoi d'autre, il ira au bout en fait. Moi, c'est vrai que je suis un bulldozer, quoi. Je suis plutôt du côté bulldozer que du côté traîne-latte, quoi. Ça, c'est sûr. Et alors, en termes de films, j'ai vu l'année dernière notamment qu'il y avait aussi des écoles, il y a des jeunes qui viennent au festival pour découvrir la programmation, découvrir le film fantastique. Je suis presque sûre que pour certains, c'est la première fois qu'ils voient un film fantastique, en tout cas qu'ils peuvent être ouverts à cet univers. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, d'amener le monde, d'amener le genre et d'amener toute cette diversité et ce choix en fait au public réunionnais qui peut-être n'aura pas de sitôt l'occasion d'aller lui-même à un festival hors les murs de la Réunion, on va dire. Toi, qu'est-ce que tu conseillerais comme film? Parce qu'il y a quelques films comme ça, j'en suis sûre que ça va être très difficile de donner juste quelques noms, pour des néophytes, pour... En fait, d'abord, pour rebondir à ce que tu disais avant, c'est vrai qu'on fait un énorme travail. C'est pour ça aussi qu'on a le ministère des Outre-mer qui nous soutient depuis des années et la DAC. Et c'est vrai qu'on fait un énorme travail auprès des scolaires. Parce que moi, comme j'ai grandi avec un papa qui a ouvert son musée et qui a toujours travaillé pour la démocratisation de l'art, dès la création du festival, dès la première édition, il y avait des sélections écoles et des sélections collèges. Donc ça, c'est important de le voir. Dès la première édition, en fait, ce volet scolaire éducatif était totalement inclus et c'est pas à côté parce qu'ils ont quand même 2 jours pleins. Le festival il dure 4 jours
Et ils ont 2 jours pleins qui leur sont dédiés en journée, donc de 9h à 16h, et à partir de 19h, c'est le grand public. Et aussi, les séances sont validées par un comité de l'éducation, avec le responsable cinéma du rectorat, plusieurs professeurs de différentes écoles et collèges de Lille. Et ça, c'est hyper important parce que du coup, c'est-à-dire que nous, au mois de début janvier, en général, on fait une projection privée avec les films que nous, on pense qu'ils sont bien pour telle et telle tranche d'âge. Et en fait, eux, ils regardent avec nous ce qu'on a présélectionné, en fait. Et s'il y a un film, parce que moi, je suis pas professeur, donc je sais pas, aujourd'hui, franchement, après 14 ans, j'arrive vraiment à voir avec Nicolas, on voit bien quand même la sensibilité, mais je trouve que c'est vachement bien de montrer ces films en amont à des gens qui travaillent avec les jeunes en permanence. Là, on a fait, il y a une quinzaine de jours, cette projection pour le comité et globalement il y a un seul film qui n'est pas passé sur tout ce qu'on a appris et il n'est pas passé parce qu'en fait il disait que il était peut-être un peu trop esthétisant et que un peu trop expérimental et qu'ils allaient s'ennuyer les enfants, donc c'était même pas sur la violence quoi. Mais donc ça, ce volet-là il est très important parce que ça n'est pas que projeter les films aussi, c'est-à-dire qu'en fait on fait un entracte et dans cet entracte c'est des questions-réponses avec les invités du festival, avec les journalistes invités, avec les critiques cinéma. Et donc les jeunes, c'est hallucinant en 14 ans comment ils prennent la parole, comment ils prennent le micro, comment ils posent des questions sur le film, comment ils expriment aussi leur point de vue sur les films dans une liberté absolument totale qu'il n'y avait pas au début. Au début, ils n'arrivaient même pas à prendre le micro, ils baissaient la tête. Ils refusaient, il y avait tellement de bordel dans les premières années dans les projections que certains de mes invités me disaient écoute Aurélia, je veux pas y assister, c'est trop violent. Et moi je disais mais attendez, il faut éduquer à ça, il faut donner l'habitude d'aller au cinéma, il faut donner l'habitude de regarder des films en plus en VO qui sont pas faciles. Et aujourd'hui, ça fait des années que maintenant non seulement ils sont incroyables, ils posent des questions de dingue et que les journalistes, les critiques et nos invités sont trop heureux. Et on a eu plusieurs journalistes qui ont fait carrément dans leur rédaction d'articles des paragraphes entiers sur cette expérience géniale qu'ils avaient jamais vécue, d'échanger avec des collégiens, des lycéens en option cinéma. Enfin voilà, et c'est super cool. Donc ça, c'est un volet. Ensuite, pour le novice, moi je dis toujours que comme nos soirées sont bien construites en général, c'est-à-dire qu'on a à 19h une séance de court-métrage qui dure 1h30 et ensuite on a le premier long-métrage à 21h et le deuxième long-métrage à 23h. Et la soirée d'ouverture, c'est à 19h le mercredi. Mais donc jeudi, vendredi et le samedi, c'est toute la journée. Ça enchaîne depuis 14h jusqu'à 1h du matin. Mais en gros, je dirais que pour n'importe quel novice, il faut à tout prix assister avant à la séance de cours et pas venir pour le long uniquement. Je pense que venir pour le long, c'est le meilleur moyen de rien comprendre au festival parce que c'est juste regarder finalement un long métrage. Alors certes, il est en avant-première, certes, il passera probablement jamais à La Réunion. Donc oui, bien sûr, c'est merveilleux. Mais je pense que pour comprendre le festival, pour comprendre aussi le travail de la programmation, parce que qu'est-ce que c'est qu'une programmation? Il y a la sélection des films dans un premier temps, deuxièmement il y a la programmation. Cette programmation-là, ça nous prend beaucoup de temps avec Nicolas. Quand on a terminé la sélection, c'est-à-dire qu'on dit, on classe comme un menu, comme quand on va au resto, qu'est-ce qu'on va mettre en entrée, qu'est-ce qu'on va mettre en plat de résistance, qu'est-ce qu'on met en dessert, est-ce qu'on met un café, qu'est-ce qu'on met en digestif. Et ça, c'est la programmation, c'est-à-dire que c'est le menu, quoi. Comment on va servir les plats, quoi. Et ça, pour moi, c'est très important. Pour comprendre le festival, c'est de faire une soirée complète. C'est-à-dire de venir à 19h, de se voir les 7-8 courts-métrages qui font donc 1h30. Ensuite, d'aller à la guinguette ou au restaurant à côté ou machin, s'aérer, fumer une clope, boire un coup et venir à 21h. En général, il n'y a pas énormément de temps entre les séances, il y a quoi, une demi-heure, et venir à 21h voir le premier long-métrage. Et là, du coup, il y a déjà quelque chose parce que les courts-métrages permettent. Nous, on les construit comme une vague, tranquillement, qui arrive et qui vous emmène et qui vous permettent, en fait, d'être prêt pour les longs métrages de la soirée. Et je pense que quelqu'un qui n'a jamais vu et qui arrive juste et qui se prend un long métrage dans la tronche, il peut passer à côté du festival. Ça peut même avoir quelque chose de presque d'agressif pour lui, alors que le film ne l'est pas. Mais c'est juste que nous, on choisit forcément des films qui sortent des sentiers battus. Donc, il y a un parcours, il y a un travail. Et moi, j'adore quand on tend la main aux gens. Je déteste quand on prend les gens pour des cons et je déteste quand on les méprise. Du coup, moi, je leur tends la main. Mais après, il faut qu'ils prennent ma main. Donc, s'ils prennent pas ma main, après, vaille que vaille, s'ils se prennent la première porte. Mais moi, je les accompagne. C'est-à-dire que le festival, les séances de court-métrage, ça, c'est vraiment une main tendue. En plus, on fait vraiment attention à quel genre de film, comment chaque petit court-métrage, à quel moment on le place, pourquoi on le place là. Enfin, il y a tout un travail de construction. Et je trouve que c'est vraiment génial de faire ça. Et après, ça coule tout seul, quoi, je pense.
Et aussi, oui, dernière chose pour les novices, c'est que c'est pas important d'aimer ou de pas aimer. Ça, on s'en fout. Mais alors, on s'en fout, mais totalement. Est-ce que nous, on aime tous les films qu'on prend? On n'est pas toujours d'accord, Nicolas et moi. Il y a des films que Nicolas va adorer, il y a des films que moi, je vais adorer. Mais ce qu'on est sûr, c'est qu'on veut des films qu'on ne voit nulle part ailleurs, des films qui bousculent, des films qui nous perturbent, des films qui, pour telle ou telle raison, vont aller gratter quelque chose qui semble a priori déjà digéré. Et ben, il va le gratter, il va proposer autre chose, une autre vision. Et c'est ça qui est intéressant. Et je crois que la question du j'aime ou j'aime pas, et j'ai compris et j'ai pas compris, il faut les laisser aux portes. C'est-à-dire qu'on le laisse sur le paillasson, on le laisse au vestiaire et on vient avec quelque chose d'un peu neuf, un peu comme une âme d'enfant. C'est-à-dire qu'en gros, pour moi, c'est un festival qui fait vraiment appel à nos instincts et à nos émotions premières et qui ne sont pas forcément les émotions d'analyse. Il faut pas avoir le réflexe d'autoprotection qu'ont la plupart des adultes face à des choses qu'ils ne comprennent pas. Je parle très bien pour l'art, mais comme pour la différence, comme pour les étrangers, comme pour tout. Donc, arrêtons d'être en autoprotection, ouvrons les vannes et on voit, quoi. Ça, c'est le vrai conseil. J'adore qu'on termine sur ce conseil, puisqu'on s'approche tranquillement de la fin de notre interview. Et c'est une parfaite transition parce que, comme conseil, qu'est-ce que tu dirais à la jeune Aurélia? Peut-être celle qui n'est pas encore partie de la réunion. Alors, je lui dirais, moi, j'ai été harcelée pendant toute ma scolarité parce que j'étais très maigre, très, très, très petite. Et j'étais toujours première de la classe et élève très bonne. Donc, j'ai coché toutes les cases. Et j'ai vraiment souffert. Heureusement que mon papa était vraiment génial et ma mère aussi, mais mon père, il m'entraînait à faire des jeux de questions-réponses pour balancer des punchlines parce que moi je pleurais tout le temps en fait sinon. Mais je dirais à cette petite fille, ta différence et ta vision du monde qui aujourd'hui est le pire fardeau que tu portes, n'aie pas peur parce que ça va devenir ta grande force. Donc ça c'est ce que je lui dirais. N'aie pas peur de toi et n'aie pas peur de qui tu es. Parce que ça va devenir ta force et ça va devenir ton rayon de soleil et ton leitmotiv dans la vie et on va t'aimer pour les raisons pour lesquelles on t'a détesté toute ta vie. Donc ça, c'est ce que je dirais à moi-même si j'avais eu l'occasion de me retrouver face à moi petite, je dirais ça. C'est clair. N'aie pas peur d'être qui tu es. Ouais. Et ils finiront par t'aimer. Et selon toi, quelle réunionnaise ou réunionnais devrions-nous tous connaître? Bah alors moi je vais être cocorico clairement parce que moi je trouve que mon père Vincent Mangin-Le-Creux, je crois qu'il n'est pas assez connu, il a souffert d'ailleurs de ça. Mon père a souffert, je pense, il était prolifique, incroyablement tout le temps à travailler dans son atelier, mais il n'a pas beaucoup tapé à la porte du monde parce qu'en fait, il était plus dans ses créations. Il y a ceux qui sont des gens de la com, il y a ceux qui sont dans le faire. Mon père était vraiment un artiste, d'ailleurs, il détestait ce mot, il disait chef-d'œuvrier parce qu'il a consacré sa vie à essayer de faire des chefs-d'œuvre. Il sait jamais s'il y est arrivé, mais à faire de sa vie un chef-d'œuvre, une façon de vivre à 100% dans l'art. Et je crois qu'il a souffert de partir sans avoir suffisamment de reconnaissance, même s'il a eu des reconnaissances nationales, il a eu plusieurs médailles et tout ça. Donc l'État l'a largement adoubé, je crois que c'est le mot qu'on dit. Mais en tout cas, lui a souffert de ce manque-là. Et donc je dirais qu'il faut absolument connaître les œuvres et la création de mon père. Voilà, mon père, Vincent Mangin-Le-Creux, son lieu d'art contemporain, je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument connaître. Et pour ton expression, c'est ça après, hein. Oui, mais je partage ce que tu dis par rapport au travail de ton père. Bon, alors c'est pas parce qu'on est dans cette interview toutes les deux que je dis ça, mais c'est vrai que je trouve que c'est un travail fantastique et qui mériterait vraiment d'être plus connu. Et pour revenir sur ce que tu disais au tout début de l'interview, que c'est vraiment un travail qui mériterait d'être soutenu par des institutions, d'être valorisé, parce que ça demande en effet de l'entretien, donc bien sûr tout cet aspect matériel, mais aussi toute la richesse et l'ouverture. Et c'est si différent de ce qu'on a l'habitude de voir aussi, que ça soit bien sûr à La Réunion, mais aussi ailleurs. On n'a pas l'occasion, quand tu mentionnais le facteur cheval, c'est des lieux uniques en fait. Toutes les villes n'ont pas un lieu, un musée à ciel ouvert comme le lieu d'art contemporain de tes parents. Et c'est vrai que personnellement, je recommanderais aussi à tous les Réunionnais et toutes les personnes qui viennent visiter La Réunion de s'arrêter et de venir découvrir le travail de ton papa. Là oui, en plus il y a le site internet qui permet déjà pas de se rendre compte parce que les photos, je trouve, rendent jamais grâce aux œuvres qui sont géantes, mais il y a le site qui est palais7portes.com où les gens peuvent se rendre déjà et voir quand même une partie du lieu qui est quand même phénoménale, ouais. Ouais, tout à fait. Et alors, effectivement, dernière question de cette interview, quelle expression créole tu voudrais
partager avec nous aujourd'hui? Alors moi, c'est une expression que ma mère m'a rabâchée à toute ma putain d'enfance et qu'elle me dit tout le temps. Donc je vais le dire, elle dit tout le temps pas capable et mort sans essayer. Et ça pour moi, je dirais que c'est vraiment mon leitmotiv dans la vie. En gros, comment tu traduis ça? C'est que les gens qui se disent incapables n'ont jamais essayé, quoi. Et à chaque fois que j'ai eu envie de faire un film, à chaque fois que j'ai eu envie de monter le festival, à chaque fois que j'étais au bord d'une falaise à devoir prendre la décision de lancer un gros projet, elle m'a toujours dit pas capable et mort sans essayer. Et c'est vraiment un truc qui est fort pour dire mais arrêtons d'avoir peur et essayons, et au pire on tombe, mais allons-y, quoi. Allons-y, travaillons, battons-nous et surtout allons toujours de l'avant. Et ma mère, c'est une vraie guerrière. Franchement, s'il y a bien quelqu'un qui me fout un coup de pied au cul en permanence, c'est ma mère, quoi. Je peux absolument pas me reposer 2 secondes parce que de toute façon elle arrive derrière et elle veut que je fasse toujours plus de choses. Donc voilà. C'est génial. Merci beaucoup Aurélia pour cet entretien vraiment hyper riche, hyper intéressant. J'ai envie de le continuer encore pendant des heures, mais t'as plein de choses à faire. Et on a appris plein de choses déjà. C'est vraiment super. Pour finir, est-ce que tu peux nous rappeler les dates et le lieu du festival qui, au moment où on va sortir l'épisode, ça sera dans 1 semaine à peu près? Ah, génial. Alors, la 14e édition du festival Même pas peur, c'est du 21 au 24 février, donc 2024. Au cinéma Henri Madoré, dans la magnifique ville de Saint-Philippe. Et en fait, il y a toute la programmation, la bande-annonce, tout sur le site du festival, festivalmêmepapeur.com. Et aussi, on est hyper actifs sur Facebook et sur Instagram. Donc, de toute façon, les gens, ils trouvent notre page Facebook, il y aura tout, on partage tout. Et les entrées sont gratuites. Ah oui, ça c'est important aussi de le dire parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est un aspect aussi qui a été dès le départ mis en place. Je me bats avec les partenaires pour avoir du soutien, pour justement pouvoir permettre de maintenir cette gratuité. Il faut savoir que payer un pass pour assister à toutes les projections dans un festival, c'est autour de 100-150 €. Et nous, en fait, on fait vraiment les entrées gratuites pour permettre justement aux plus modestes, aux différentes classes sociales, aux jeunes aussi qui n'ont pas envie de demander à leurs parents de l'argent pour le cinéma et tout ça, qu'ils puissent venir. Et donc, pour moi, c'est vraiment un engagement aussi qui montre en fait mon envie et notre envie à notre association d'ouvrir le cinéma et du cinéma exigeant à toutes les catégories sociales, quoi. Ouais, on mettra toutes les pages et le site dans la description de l'épisode. Et j'espère que les gens viendront vivre toutes ces expériences très bientôt, à la fois au festival, à la fois au lieu d'art contemporain. Et toute l'équipe de Bas de Carré, du coup, vous souhaite un excellent festival pour cette 14e édition. Merci beaucoup et merci à toi d'avoir été patiente parce qu'on avait du mal à trouver un créneau et donc merci de m'avoir accordé ce temps, cet échange qui était très agréable. C'est vraiment avec grand plaisir. On est très honorés de te recevoir dans notre podcast et puis on te dit à très bientôt. Oui. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez nous encourager et nous aider à rencontrer des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. Retrouvez-nous sur Instagram, @batcarré, @BAT-KARE, pour échanger et ne rien manquer. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Bisous à toutes!